Pauvre créature, voilà un titre qui semble s'adresser à la nature humaine, mais de toute évidence, il s'agit ici de caractériser le sexe faible, à savoir les hommes. Bon, normalement avec cette exagération, j'ai déjà vexé 10% d'entre vous, les plus sensibles de la bistouquette, mais ne vous inquiétez pas, accrochez-vous à vos slips, tout va bien se passer. Ce film qui a pour titre Poor Things en VO est sorti ce 17 janvier en France, adaptation d'un livre éponyme par Yorgos Lanthimos à la réalisation avec Emma Stone dans le rôle principal. Film qui a été distingué par un Lion d'Or ainsi que deux Golden Globes pour la meilleure comédie et la meilleure actrice de comédie. S'agit-il vraiment d'une comédie? Je ne pense pas, mais bon, on va dire qu'on s'en fiche un peu. Il y aura quelques légers spoilers durant cette vidéo, rien je pense qui puisse vous gâcher l'expérience, qui ne repose pas vraiment sur des mystères de son intrigue ou de son déroulement. Pauvre créature est un film long et plutôt éprouvant, il ne l'est pas pour les quelques séquences vaguement gore qui sont largement supportables, ni pour les nombreuses scènes de sexe qui finalement ne s'étirent jamais trop en longueur, prises séparément du moins. Non, s'il est éprouvant, c'est parce que Yorgos Lanthimos pousse tous les curseurs au max, et ce dans tous les domaines. On passe de l'extrême du noir et blanc à celui des couleurs saturées, on visite des paysages artificiels qui semblent tout droit sortis d'un conte picaresque fabriqué avec les outils imaginaires d'un Terry Gilliam des grands jours, et surtout, on suit des personnages qui ne s'arrêtent jamais ou presque. Alors oui, bien entendu, enfonçant une porte déjà largement ouverte, Pauvre créature est un film qui parle d'émancipation féminine, d'abord au travers de la découverte de l'exaltation et de la prise de contrôle des pulsions sexuelles, mais aussi simultanément et finalement au travers de l'apprentissage et de la connaissance. Emma Stone incarne Bella Baxter qui est tout à la fois une page blanche, une femme-enfant au sens propre, une expérience, voire une sorte de monstre de Frankenstein 2.0. Vous l'avez déjà entendu et vous l'entendrez encore, Emma Stone propose une composition étonnante de maîtrise et d'abandon. Dans l'ensemble, il faut dire que la distribution est excellente. Le créateur de Bella, Godwin Baxter, est campé avec une justesse et une subtilité qui dépassent les limites du rôle par un Willem Dafoe tirant à merveille parti des prothèses qui couvrent son visage pourtant déjà si marquant au naturel. Mark Ruffalo sert avec brio un avocat aigre-fin, coureur de jupons mondain, très sûr de lui, qui occupe une place importante dans le film. Une fois qu'on a dit tout ça, restent deux questions essentielles, aux réponses, ma foi, subjectives. Premièrement, s'agit-il d'un bon film et deuxièmement, quel est son véritable propos? Pour ce qui est d'être un bon film, disons que Pauvre créature a au moins pour lui une certaine audace doublée d'une singularité dans la forme, ce qui suffit à le distinguer d'une écrasante majorité de la production, grand public, bien sûr. Parlons un peu plus de la forme justement, le travail sur les décors avant tout et dans une moindre mesure sans doute les costumes est absolument admirable. On se situe dans une sorte de version parallèle et steampunk de l'époque victorienne, que ce soit Londres, Lisbonne, un bateau de croisière ou Paris, on se retrouve comme projeté dans un monde fantasmé, étonnant, qui cherche à retranscrire visuellement le rapport au réel d'une femme dénuée de tout filtre et désireuse de croquer le monde tout entier. Cette qualité folle des décors s'étend aussi aux intérieurs, incroyablement travaillés, aussi bien dans la maison d'un chirurgien hors norme que dans une salle de réception ou un salon de lupanar. Même s'ils sont à mes yeux un peu moins incroyables, les costumes restent néanmoins fabuleux, baroques et emplis de sens. Le film est réparti en chapitres et chacun des écrans titres qui les marquent est une petite œuvre d'art en soi. Enfin, la bande originale souligne et propulse l'humeur et la folie du film, même si, comme lui, elle finit parfois par devenir un peu laborieuse et redondante. En termes de réalisation, j'ai déjà parlé du passage du noir et blanc à la couleur pour marquer la transition de Bella entre son environnement familier et le monde extérieur notamment. On a aussi de très nombreuses utilisations de l'effet fish eye avec cet effet déformant qui arrondit l'image sur les bords. À vrai dire, je n'ai pas compris la logique qui dictait le choix du réalisateur de recourir à cet effet et souvent, passé du moins les premiers pas dans la maison de Godwin, cela m'a semblé plutôt artificiel et inutile, comme d'ajouter un vernis de bizarrerie à un film déjà largement assez bizarre, sans chercher à en faire toujours plus et donc trop. Par ailleurs, on a une alternance entre des plans larges et des plans très serrés pour souligner peut-être le rapport du monde à l'intime et inversement, ce qui fonctionne plutôt bien. Voilà pour la forme fournie par la réalisation et les équipes de production et d'effets visuels. J'ai déjà parlé rapidement des principaux interprètes, mais il faut souligner combien Emma Stone est essentielle au film et permet par sa performance de le rendre sans doute
plus intéressant qu'il ne devrait l'être sur la base de son seul script. On peut clairement s'extasier sur la maîtrise corporelle de l'actrice dans sa façon de rendre le côté très jeune enfant dans un corps adulte, mais la performance va bien au-delà puisque l'essence même de l'histoire de Bella repose dans son évolution, que ce soit son rapport aux autres, au monde ou à elle-même. Que ce soit en se promenant seule dans les rues fantasmatiques de Lisbonne en jouant le plaisir à l'état brut, l'analyse des situations ou une danse exubérante qui s'exprime sans aucun cadre ni aucune forme préconçue, Emma Stone s'approprie et se dilue dans chacune de ces situations. On parlera sans doute de manière un peu aigrie de rôle à Oscar, mais en l'occurrence, le travail qui semble rendre tout cela aussi naturel et fluide force l'admiration. Concernant le propos du film, on peut déjà constater que le scénariste, comme le réalisateur, ne font pas spécialement dans le subtil. On a aussi un peu l'impression d'une sorte de cahier des charges quand on évoque les sujets du socialisme, du capitalisme, de l'aliénation et des inégalités profondes. En effet, j'ai eu l'impression qu'il prenait un temps le devant de la scène, ces sujets, de la scène et des préoccupations d'ailleurs des personnages, pour disparaître corps et âme, et qu'on revienne au véritable sujet, à savoir Bella. Et étant donné certaines réactions suscitées par le film Barbie, il ne fait aucun doute que ce film provoquera les éructations tribales de quelques mâles craignants pour le respect de leur immense virilité guerrière et de leur domination naturelle sur l'univers comme sur l'ordre social. Alors ça, effectivement, c'était un peu rigolo quand même, mais il n'en reste pas moins la question sur l'intelligence et la sincérité du propos féministe du film. La question se posait déjà pour Barbie, bien sûr, et ici c'est différent, essentiellement du fait de la place centrale de la sexualité. Bella est une personne issue d'une expérience impossible et qui se retrouve dans une position unique, femme sans passé, sans éducation, sans convention sociale intériorisée, sans limite, sans interface qui viendrait orienter ses choix dans ses interactions aux autres et à l'univers. De ce fait, assez logiquement, Bella est essentiellement animée par ses désirs, à savoir la curiosité intellectuelle et le ravissement des sens. Elle n'est encombrée d'aucune trace de jugement sur elle-même ou les autres, du moins initialement. L'idée consiste bien sûr à montrer le chemin d'émancipation d'une femme sans carcan patriarcal ou tout simplement social dans son ensemble. Toutefois, je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur le passage par la prostitution pour analyser la sexualité, le comportement des hommes et même le fonctionnement du monde. Le film insiste bien sur le fait que ce choix doit mettre certains hommes très mal à l'aise, comme pour contrer à l'avance les objections qu'on pourrait lui amener. Et certes, on a bel et bien une illustration de la liberté de Bella de disposer de son propre corps. Néanmoins, si le film fait mine de ne pas vouloir romantiser la prostitution, attention, je me demande quand même s'il ne le fait pas un peu, ne serait-ce qu'en excluant toute notion de violence, de maladie, de misère psychologique ou sociale, d'autant plus quand on parle d'un lupanar du 19e siècle dont on sait que les véritables conditions étaient terriblement sordides. À titre personnel, je reste donc plutôt perplexe quant à ce choix scénaristique et de mise en image notamment. Reste au final une histoire de prise de contrôle sur son propre destin, aucun doute à ce sujet, le film surligne avec des clignotants tout ce qu'il faut comprendre. Après tout ça, mon ressenti était quand même celui d'une certaine lassitude passée la première moitié du film environ. Parmi les défauts, je pense que l'étrangeté et la singularité de Bella est un peu gommée malgré tout par l'étrangeté et les excès presque aussi forts du monde et des personnages qui l'entourent. Et oui, dans un océan de bizarreries, la singularité de Bella menace presque de passer pour de la normalité. Et c'est peut-être un effet voulu pour dire combien l'être humain de base et le monde sont chelous de toute façon, mais bon, vous en jugerez vous-même. J'ai apprécié l'étrangeté visuelle de ce film qui pourrait aussi faire penser au Tim Burton des Grands Jours par exemple. J'ai admiré le travail d'actrice d'Emma Stone et le talent de ses partenaires, mais je suis resté bien loin d'un moment de grand cinéma parvenant à m'emporter et à m'enthousiasmer. En résumé, il me semble qu'on reste malgré tout encore un peu trop à la surface des choses, et de la question de ce qu'est être une femme, ou bien sûr de le devenir, même si c'est déjà nettement plus que dans bon nombre d'autres films, je suppose. Reste au moins une expérience singulière, visuelle et sensorielle, ce qui n'est pas si fréquent dans les salles obscures de nos jours. En tant que spectateur exemplaire, je n'ai aucun doute que vous vous posiez la question, mais comment faire pour soutenir cette vidéo le plus efficacement possible? Eh bien, il faut multiplier les commentaires sous la vidéo, c'est ce qui est le plus efficace. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne, laisser un pouce en l'air, et si vous ne faites rien de tout ça, je serai obligé de vous laisser au bon soin du père de Godwin Baxter, et vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.